Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Pascal, délégué fédéral et membre du comité directeur de l'Amicale des diagonalistes. Avant de plonger dans les détails de ta première diagonale, de ton expérience, Pascal, merci d'accepter de participer à ce podcast. Peux-tu te présenter? Donc Pascal, la soixantaine bien passée, et donc je commencerai tout de suite par la genèse, plutôt que de passer du temps à énumérer les différentes longues distances qui ont parsemé mon expérience cyclotouristique. Donc en 1991, Pâques en Provence à Sommières, je n'entends parler que de Brest et de Diagonale. Je m'interroge franchement sur l'intérêt de faire des distances, de ne pas dormir la nuit, etc. Tant et si bien que le mois d'août suivant, ben, j'ai fait mon premier Paris-Brest. Ensuite, une longue période d'attente, et il s'avère que de par ma mutation professionnelle, je côtoie Marc N, le précédent directeur, enfin, pardon, précédent délégué fédéral, puisque nous travaillions au même endroit, dans les Ardennes, et demeurions en su dans la même commune. Donc, je l'avais un petit peu croisé au travail, il m'avait expliqué les diagonales, qu'il avait dû arrêter d'en faire pour des problèmes de santé. Et un samedi après-midi, un cycliste s'arrête, j'étais en train de bricoler dans le garage, il s'avérait que c'était un diagonaliste des Charbonnières, de Charbonnières-les-Bains, donc c'est à l'ouest de Lyon, qui me demandait où habitait Marc N. Donc, je considère que le temps du décantage et de la distillation commençait alors. Cependant, j'ai mis à peu près 20 ans avant de me lancer. Du temps perdu probablement. Tentative en solo jusqu'à présent, sauf la dernière en date en octobre 2023. Je me suis grandement inspiré des études de parcours de Gilbert Jacon, qui est pour moi une amorce du voyage et une source d'inspiration, même si les traces GPX s'échangent désormais facilement. Ce qui n'évite pas les expériences de jardinage, et j'en veux pour preuve mon final de Brest-Strasbourg sous une pluie battante, carte déployée, très rapidement illisible, et donc assez rapidement on commence à se dire que le GPS est quand même pas mal. D'autant plus que j'arrêtais alors de transporter le kilo de cartes routières surlignées. Voilà, donc ça c'était la genèse. Donc 20 ans avant de se décider. Donc le message que je pourrais passer à ceux qui m'écoutent et qui hésitent, ben, il faut pas. Il faut surtout pas éviter. Moi j'ai attendu 50 ans pour me lancer. C'est peut-être un peu dommage. Voilà, peut-être que j'aurai un palmarès un peu plus touffu ou pas. Mais bon, voilà. 20 ans d'attente, pardon Pascal, quand tu t'es lancé, ça a été sur laquelle? Alors je me suis lancé sur Brest-Strasbourg. Voilà, mon père habitait Colmar à l'époque et donc je me voyais taper à sa porte en me disant c'est fait. Et quel souvenir de cette première diagonale et des autres? Que te reste-t-il? Alors, ce qui me reste, c'est essentiellement des anecdotes, des rencontres, hein, des routes en travaux qui nous transforment en gravisseurs. J'ai aussi un souvenir d'un passage avec un sariste au Mont Cassel. Et l'étalement du flanc, la sacoche s'en souvient encore. Ensuite, 100 km à chanter sous la pluie avant Montbrison. La rencontre d'un binôme britannique stoïque sous un abribus avec une baguette détrempée dépassant de leur sac à dos. Un départ à 4 heures du matin à Grenoble, où il faisait déjà 22 degrés. Une arrivée à Aigréolière chez un hôte à 23 heures et je lui dis bah, je repars à 3 heures. Et le pourquoi, bah, c'est parce que je vais être en haut du col et de voir le soleil se lever sur la baie. Ensuite, l'heure de sommeil la plus généreuse à Saint-Étienne, puisque j'étais passablement en retard. Mais malgré tout, le lendemain, j'ai déjeuné à Nonay comme j'avais prévu. Ensuite, également, la boulangerie ouverte au Gros du Roi à 5 heures du matin sur Randaille-Menton. Voilà. Une glace qui fond trop vite avec les 42 degrés que certains ont dû vivre les quelques années précédentes. Un arrêt sieste interrompu par deux locaux qui tiennent absolument à me montrer un autre endroit. Du coup, le sommeil, le petit somme attendra. La dernière, enfin l'avant-dernière, l'hôtel à Gondrecourt.
où l'hôtelière a laissé l'enseigne allumée jusqu'à 1 heure du matin. Et je l'ai appelée au téléphone, elle est descendue, et il était 1 heure du matin, quoi. Donc, voilà, ça fait quand même partie des choses auxquelles on s'attend absolument pas, quoi. C'est, pour moi, les 2 premiers jours, c'est toujours dans l'influx. Le troisième jour, c'est le plus difficile, donc il faut s'y préparer, repenser aux petits écarts faits les jours précédents. Une période de folie passagère pouvant se payer par 1 ou 2 heures de galère par la suite. Le confort du siège qui devient souvent une illusion. Ensuite, ouais, c'est vraiment, je peux pas évoquer Jocelyne. Il y a quelques années, Jocelyne m'a dit, oui, je m'installerai bien dans le Larzac, etc. Je dis, Jocelyne, il n'y a que 5 endroits en France où je t'autorise à déménager. Dunkerque, Brest, Andaille, Perpignan, Menton. Le reste, interdit. Ensuite, en anecdote, c'est des démontages à l'arrache du vélo sur le quai pour prendre le TGV. C'est c'est un découpage d'étapes différents quand on entame un second cycle me concernant. On voit que les étapes sont un petit peu plus courtes, les durées d'arrêt un petit peu plus courtes également. Voilà, c'est essentiellement ce que je retiens, c'est toujours un étonnement, quoi. Aussi, au départ de Dunkerque l'année dernière, quand on a dit qu'on allait à Hendaye, et le gendarme ne savait pas où était Hendaye. Et là, on s'est dit, ah ouais, il y a quand même côté géographie. Il faut quand même. Voilà. Après, effectivement, aussi l'arrivée à Hendaye, à poste frontière, où on n'est pas toujours bienvenu lorsque ils reviennent d'intervention. Perpignan aussi, l'hôtel, où on peut toujours sonner. Voilà, on est comme Soran, on ne verra jamais rien venir. C'est des hôtels, c'est des rencontres avec des saristes. Donc là, Brest-Strasbourg, il a fallu que je sois attentif aux saristes qui devraient normalement se reconnaître à l'écoute. Avec tes traits diagonales en tant que délégué fédéral, tu connais beaucoup de diagonalistes, bien évidemment, et tous les saristes, donc tu as plus de rencontres sur ton chemin. Mais c'est pas non, 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 c'est pas systématique. C'est vrai que bon, je regarde les feuilles de route, je reçois les comptes rendus, donc effectivement, je connais plus de gens par ces intermédiaires-là, quoi. Tous les comptes rendus, les récits que tu reçois pour valider les diagonales, tu prends le temps de tous les lire. Oui, parce que j'avais trouvé que sur le site de l'ADF, qui est toujours un petit peu en déshérence, et voilà, euh, les bonnes adresses étaient franchement datées. Donc, j'extrais pour ceux qui font référence les bonnes adresses qui recommandent. Donc, voilà, normalement, il devrait y avoir un petit encart prochainement dans notre publication du petit diamant analyste. Je pense que c'est quand même intéressant, même si moi, tout le monde ne l'utilisera pas. Mais bon, savoir qu'on est bien accueilli quelque part, ça peut aussi inciter les gens à faire un choix en fonction de leur découpage, quoi. Pendant tes 13 diagonales, donc étalées sur plusieurs années, quelle progression tu as connue, quelle évolution tu as connue sur le matériel, sur toi-même, sur les vélos, sur la technique? Voilà. Donc effectivement, j'ai commencé avec une randonneuse en pneu de 25, garde-boue inox, rétroviseur, moyeu dynamo, buvette en cuir, porte-bagages avant et arrière, 2 sacoches latérales. Et en fait, on a 3 kilos rien que pour transporter de l'air. Donc un change par jour. Après, je le réduis d'une unité par tentative suivante. On change de vélo, mais pas de selle. Et puis, le 25, 28, c'était un peu. Bon, voilà, je trouvais que c'était un peu raidard. Donc, du coup, je suis passé à ce qu'on appelle le vélo gravel, mais pour l'unique raison de pouvoir mettre des pneus un petit peu plus larges. Donc, du coup, je suis passé au bikepacking, double plateau, pneu de 35, frein à disque. Et il ne faut pas oublier un jeu de plaquettes dans l'outillage. Je vérifie également le matériel à l'aide d'une liste que je coche 2 fois. Interrogation des sites de météorologie. Et après, en termes d'évolution du matériel, bon, outre le GPS, je pense que là où c'est vraiment très très notable, c'est les éclairages.
L'éclairage avant particulier, pour ceux qui ont connu la Schmitt E6, je pense que là, on est quand même passé dans un autre monde, quoi. À telle enseigne que le faisceau large me signale au sanglier sur le bord de la route, voire en agglomération. Ça m'est arrivé sur à deux reprises. D'autant plus que les sangliers n'étant pas dotés de chasubles, on a du mal à les voir. Et le plus surpris des deux, je ne sais, le plus sancheux, assurément, ça a été moi. Voilà. Le sanglier qui passe, mais l'allée et les marcassins qui restent sur le bon côté, sinon, je pense qu'on ne serait pas là à discuter. Quand tu Voilà, donc, parles la d'éclairage, chance. pardon, tu es forcément en moyeu dynamo ou pas Ah oui, forcément? oui. Oui, Ok. oui. Oui, oui. Je, voilà. Un On impératif pour la peut tranquillité. toujours s'interroger sur la qualité du matériel. Et moi, je me dis que le jour où tu es embêté, les 50 euros que tu as voulu économiser sur un matériel, enfin un type de produit plutôt qu'un autre, le billet de 50 au bord de la route, t'es extrêmement utile. Après, c'est vrai que c'est des budgets, hein. Ça, je peux tout à fait concevoir que des gens ne puissent pas mettre voilà, des sommes sur des matériels. Voilà, après, bon, bah, c'est un jeu de piles, ça change sur les GPS. Voilà, on peut aussi avoir un jeu de fil pour les frontales, etc. C'est vrai que le confort, bon, voilà, c'est 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 les petits plaisirs qu'on peut s'octroyer. Voilà, d'autres le font dans les voyages en avion. Je préfère le consacrer à maintenir en bon état de qualitatif du matériel, du GPS, de l'éclairage et du moyen dynamo, quoi. J'ai Quand une tu, expérience. J'ai voulu économiser un jour sur un moyeu, ben, il a duré 3 ans et après j'ai repris ce que j'avais vu précédemment. Puis voilà. quand tu parles de confort, tu parlais de pneus larges, hein, tu es en 35, c'est ça maintenant? Mm. Donc gain de confort, et quand on parle de confort, on parle assez vite de selle et de fesses. Mm. Comment tu fais maintenant? Tu as quoi comme type de selle? Est-ce que tu as mal aux fesses? Comment tu gères ça? Ah ben oui, de toute façon, moi je suis passé d'Idéal 92, Brooks, Berthoud, même avec des cuissards de qualité, de toute façon, les appuis, voilà, les appuis, c'est les appuis, hein. Donc voilà, j'ai peut-être un séant particulièrement propice à la douleur, mais bon, pour en discuter avec certains, non, ils admettent quand même que même, voilà, il y a les heures de selle, mais ce qui m'a le plus handicapé, au-delà de la selle, c'est deux compagnons de route dont je me serais bien passé, c'est Dupuytren et Guyon, puisque ben, il m'est arrivé de devoir demander à la restauratrice de me couper la pizza parce que j'étais incapable de me servir de mes mains. Donc de septembre, quand je finis le Mille du Sud, de septembre jusqu'à fin d'année, ben, j'ai plus du tout l'usage cohérent de mes deux mains. Donc à tel point que bah, l'hiver, je peux plus passer de vitesse. J'ai plus du tout de force dans les mains. Et donc c'est un collègue que j'ai rencontré à Orbeck qui m'a dit ben, la seule façon d'éviter l'opération, bah, c'est de changer de guidon. Donc bah, du coup, j'ai mis un guidon en corne de vache. J'ai pas encore remis les prolongateurs, mais bah, ça me permet de passer des voyages de 7 8 jours en ayant certes des petits fourmillements, mais plus du tout cette impossibilité, comme ça m'est arrivé une fois, je pouvais plus remettre le pneu, quoi. Aucune force. Donc là, c'est des moments de solitude, quoi. Et les prolongateurs, c'est pas justement un idéal pour éviter l'engourdissement des mains? Oui, oui. Après, ça nécessite quand même une petite période d'adaptation, puisque sur le vélo que j'avais précédemment, quand je les ai mis, les premières fois, je faisais 500 mètres et j'arrêtais, quoi. Parce que bah, c'est beaucoup plus court Mhm. pour se diriger. Après, bon, comme je roule beaucoup en solo, bah, c'est pas trop gênant parce que bah, les trajectoires, je peux les décider. Bon, les nids de poule, la première fois, ça fait un peu peur, hein, quand on a parti les mains, les avant-bras des prolongateurs. Là, on se dit, bon, faut quand même regarder un peu devant, quoi. Mais non, non, si c'est vrai, c'est une grande aide. Après, moi, je sais qu'il y en a certains qui arrivent à monter 5-6% toujours sur les prolongateurs. Moi, ça, j'y arrive pas. Mais bon, c'est vrai que bon, tous ceux qui font vraiment du très long, de l'ultra, ils ont tous ça, quoi. Ils ont tous ça. Donc voilà. Moi, le petit inconvénient, c'est comme j'ai une sacoche de sel avec un porte-carte, bah, ça m'empêche de voir mes indications puisque je fais des feuilles de route assez détaillées et assez précises, quoi. Voilà. Alors, ta feuille de route, justement, comment tu l'as construit?
Mais la feuille de route, en fait, je la construis, je m'inspire grandement du modèle qui est à disposition tant sur le site de l'ADF que sur celui de la FFCT. Donc ça permet vraiment de varier en fonction du dénivelé. Donc, il faut passer beaucoup de temps. C'est pour ça que bon, ceux qui s'échangent les traces, c'est très bien, mais faire des études de parcours ou faire sa trace sur carte puis sur Open Runner pour voir les dénivelés, faire un peu des alternatives par rapport au ratio distance-dénivelé. Et après, quand on est tout seul, enfin moi je vois certaines feuilles de route, enfin je veux dire, il y a entre deux points de contrôle distance de 120 km, des fois il y a deux villes, quoi. Donc le gars c'est 0, 40, 80, 120, quoi. Et moi je sais ce qui m'aide beaucoup, c'est bah, justement le troisième jour ou dans les après-midi ou en fin de journée, bah, j'essaie de mettre beaucoup plus de petits villages, 3, 4 km, comme ça, enfin, ça me fait passer des steps plutôt que de me dire, ah bah tiens, l'arrivée dans 40 bornes, et puis il n'y aura qu'une ligne sur la feuille de route qui aura été dépassée, quoi. Voilà. Ça aide, voilà. C'est un petit peu mon aide mentale. Ça te fait des petits objectifs. Oui, parce que bon, bah, quand on est un peu en galère, et puis bon, bah, moi bon, avec la feuille de route, on a des moyennes, on a des temps de passage, on a des temps d'arrêt. Voilà, ça permet de se situer, puis surtout de dire, bah, d'appeler l'hôtel en disant, bon ben voilà, j'arrive en retard, ah ben monsieur, on sera fermé. Ah oui, mais écoutez, vous me faites un plateau repas dans la chambre. Mais voilà, c'est- ça aussi, ça fait partie du sel de Sisteron, un jeune couple qui avait pris un hôtel. Je lui avais dit, j'arriverai après 22 heures. Elle est venue monter le plateau repas dans la chambre, le plateau du petit déjeuner. Donc j'avais un plateau au repas, un plateau petit déjeuner sur la même table. Bon, ben voilà, tu te dis, bon, ben là, ça, c'est dans. Et puis l'autre plateau, ça sera dans 4 heures. Donc, sur ta feuille de route, tu mets des vitesses prévisionnelles différentes selon que tu sois sur le plat ou en dénivelé. Tu la travailles Mm. vraiment. À contrario, il y en a certains, c'est la même du début à la fin. Donc, c'est un copier-coller qui pourrait à la limite s'éviter. Mais moi, ben, je veux dire, le col de la République, ben, moi, je mets pas 18, quoi, c'est clair. Voilà, le col de la Croix, le col de Cabre, on met pas. Enfin, moi, certains, s'ils peuvent faire 18. Enfin, après, voilà, chacun est maître de sa feuille de route. Nonobstant, ben, le Saris, il s'en sert, quoi. Et oui, pour savoir où retrouver le diagonaliste. Voilà, où trouver le diagonaliste. Après, les rencontres impromptues sont peut-être moins couronnées de succès que celles qui sont prévues. Voilà, moi, je sais que plusieurs fois, ben, les Saris me disent, ben, voilà, on va venir demain. Ben, moi, si je pars une heure et demie avant le matin, quand je sais qu'il fera 40 degrés l'après-midi, enfin, enfin, pour moi, c'est la moindre des choses de dire, bah, écoute, je suis parti un peu en avance, et puis bah, arriver à tel endroit. Bon, c'est vrai que ça peut aussi faire plaisir d'avoir quelque chose d'impromptu. Après, le chariste, il peut attendre parce qu'on a un retard ou parce qu'on a tellement d'avance. Puis bah, lui, il fait le pied de grue avec son petit panier. Les rencontres sont quand même pas si fréquentes pour ne pas mettre tout de son côté pour qu'elles se réalisent, quoi. Et ça fait du bien au moral, les rencontres. Oui, oui, ça fait, ouais, je pense que ça fait du bien. Bon, enfin, ceux qui sont plusieurs, bon, rencontrer quelqu'un, why not? Mais celui qui est tout seul, je pense que, voilà, je pense en particulier à quelqu'un qui a fait entre Nœud et Lan l'année dernière en Daille-Monton. Je pense qu'il était bien content au sortir de Carcassonne d'avoir quelqu'un pour l'aider à reprendre espoir sur la suite, quoi. C'était Soumoulou dont tu parles? Pardon? C'était pas Pierre Soumoulou le hibou? Absolument. Dans ton expérience multiple du long et des diagonales, tu as dû avoir des passages difficiles de pluie glacée, de vent de face, de j'en ai marre. Comment tu fais pour Alors, continuer? alors, ce qu'il y a de surprenant, c'est autant quand on sort comme ça et qu'il fait pas beau, d'autant plus quand on est à la retraite, on se dit bah, j'irai dormir, enfin j'irai rouler demain. Mais là, sur la diagonale où je suis passé, j'ai fait halte à Montmorillon. Je peux vraiment dire que pendant 100 km, je pouvais chanter sous la pluie. Vraiment, je m'en suis pris. Quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai dit, mais je vais les mettre minables, quoi. J'ai dégoulinant de dégoulinant, quoi. Et ben bizarrement, j'avais le sentiment qu'il pouvait rien m'arriver. C'est des états, ça m'est arrivé sur voilà, quand j'étais allé en mission à l'étranger, j'ai fait aussi une grande distance en course à pied. Et j'étais vraiment dans la frange.
où voilà, c'était vraiment, comme on dit en anglais, c'était in the mood. On est vraiment voilà, dans une atmosphère particulière et voilà, on a le sentiment que ça sera sans fin, quoi. Et là, c'est des moments extrêmement rares dont il faut savoir profiter. Et celui-là, c'en était un, quoi. C'est Voilà. un état physique. Pardon? C'est un état physique et de l'esprit. C'est un état de bien-être. T'as aucun signal, tous les signaux sont ouverts hein, dans la verrine et t'as l'impression qu'il peut rien t'arriver, quoi. Alors que quand tu vas sortir n'importe quand, une sortie sur une matinée ou sur une journée, quand on fait les dodécodax et puis qu'il se met à flotter, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Mais comme on a déjà vécu entre guillemets pire, bon ben voilà, voilà, on a déjà vécu ça, voilà, on n'en est pas mort. Mais bon, après, j'ai eu peut-être la chance de jamais avoir de grosses crevaisons ou de briques chaînes ou de rupture de câbles. Voilà quoi, hein. Je faisais référence tout à l'heure à avoir un jeu de plaquettes, puisque il est arrivé sur une diagonale bah, de ne plus avoir qu'un seul frein, parce que les plaquettes avant étaient nazes. Et c'est vrai que pour descendre jusqu'à Menton, c'était un peu chaud quoi, dans les descentes. Ouais, j'ai pas bien profité du col de Fest. En partant avec des plaquettes neuves. À un jeu de plaquettes neuves et puis les plaquettes de frein à disque n'ont pas la durabilité des plaquettes, surtout quand il pleut, quoi. Bah, c'est comme les patins, hein. Moi, j'ai déjà fait une descente de col et j'avais plus de patins en bas, hein. Le col de la Croix-Haute, sous la flotte, en bas, j'avais plus rien. Bon, ça, c'était les patins Mafac, pour ceux qui s'en souviennent. Ils grinçaient harmonieusement quand on n'avait pas envie. Donc, tu as pu chanter sous la pluie pendant 100 kilomètres. Tu as pu Oui, chanter oui. sous le vent de face également, ou comment tu gères le vent de face qui Alors, tombe le le vent de plus face, difficile? je l'ai eu sur Brest-Strasbourg, donc j'avais à peu près 1 heure tous les jours dans la vue. Donc voilà. Mais bon, après, contre les éléments, on gagne pas. Alors c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais par rapport aux marins qui font le vent des globes, mais contre le vent, là, il faut rester bah, modeste, savoir faire peut-être preuve un peu d'abnégation, et puis de se dire bon ben voilà, j'ai réservé, je vais les appeler que je suis en retard, et puis, euh, et puis mon but du soir, je l'atteindrai quand je l'atteindrai. C'est un peu la leçon que j'ai tirée d'un premier long d'Édimbourg, où j'avais un gars d'Annecy qui s'était fixé un plan de route, et quand il a vu qu'il tenait pas, il a abandonné, alors qu'il était amplement dans les délais pour finir. Donc voilà, moi les marathons, enfin moi l'essentiel dans tout ce que je me lance, je le fais, c'est tout. Je Ok, cherche pas à faire plus, à faire moins. Voilà. Le plaisir, il est, voilà, just do it. ok. Et c'est d'arriver au bout. Voilà, exactement. Pas en galère pendant la moitié de la tentative, quoi. C'est mieux parce que l'objectif, c'est quand même d'en sortir du plaisir de ces diagonales. Oui, du plaisir, même si il faudrait que j'y repense dans pas longtemps, puisque après on parlera des projets, mais c'est vrai que ouais, il faut que ça reste bon. C'est exigeant, enfin c'est exigeant. Ça nécessite quand même d'avoir une résistance à l'endurance, on va dire. Il faut pouvoir durer. Endurer, non, mais durer, oui. Hmm. On peut dire ça comme ça aussi. Alors justement, pouvoir durer, exercice difficile, mais quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite faire sa première diagonale pour s'aguerrir à durer? Alors moi, je dis que le corps, on l'habitue à l'effort. Et c'est grâce au BRM et autres, c'est quand même gradatif. Donc 2, 3, 4 me semblerait vraiment un minimum avant de se lancer. 200, 300, 400. Ouais, voilà. Après, avec l'expérience, certains se contentent de 2. Moi, j'essaye de faire 3. Parce que ben, 3, je sais que c'est la distance qui me convient pas fatalement. Et donc, je sais qu'au 250, ben, je vais avoir un petit peu comme le mur du 35 au marathon, je risque d'avoir un petit coup de mou. Et ça, c'est bien de se le remettre un petit peu en haut de la tête, quoi. Parce que ben, souvent, on oublie les mauvais moments, mais quand un petit peu avant la diagonale, on se retrouve un peu dans le dur, ben, on se dit, ouais, voilà, on a déjà vécu, on a déjà passé ce cap-là, on a déjà fait 300.
Le 400, c'est l'expérience de d'arriver tard, de devoir repartir tôt. Si on se lance au mois de juin, juillet, ben, la nuit est quand même pas très longue. Si on est précoce ou tardif, ben, on peut se taper 3-4 heures de nuit, soit le soir, soit le matin. Et donc les sensations sont complètement différentes. J'arrive pas à rouler à plus de 18 sur le plat de nuit. En fin de soirée, en fin de journée, quand on a 280 bornes, et ben moi je regarde le compteur, je suis à 18. Et pourtant on a l'impression de buser parce que ben la vision, l'angle de vision est extrêmement réduit. Et ben, quand on n'a pas les bornes sur les côtés, ben, quand on a que des champs, enfin on voit rien quoi. Et en fait on a l'impression d'aller très vite. Et il faut surtout pas regarder le compteur parce que là on est malade quoi. C'est des choses comme ça qu'il faut avoir vécu. Lutter contre le sommeil, ridicule. Mhm. Enfin, à mon sens, aucun intérêt. Je suis tombé 2 fois de nuit en traversant la route. Donc maintenant, voilà, les signaux d'alerte, il faut quand même garder le soupçon de lucidité et puis bah, s'arrêter. Moi, pardon, je fais des micro-siestes. On met le vélo dans le sens du retour, enfin dans le sens pour repartir. Je mets pas d'alerte. Juste, je regarde l'heure quand je m'allonge et quand je repars. Et souvent, c'est 10-15 minutes. Et le coup de sommeil est parti. Tu mets le vélo dans le sens de la route pour éviter de repartir dans le mauvais sens au réveil. Parce que souvent, le coin, quand c'est de jour, des fois, on peut trouver plus facile de trouver un coin pour se reposer sur la gauche et non pas sur la droite. Donc, si on le met sur la gauche et puis que pour une raison X, Y, on tourne le vélo, ben voilà quoi. Bon, le GPS aide, puisqu'à ce moment-là, il va te dire que t'es pas dans le bon sens, que tu es hors parcours. Donc, voilà. Donc, c'est un petit conseil que j'ai retenu parmi tous ceux que j'ai pu recevoir de plus aguerris que moi. Certains diagonalistes aiment bien commencer par une très longue première étape de 500, 550 km pour emmagasiner une grosse partie du kilométrage et continuer après par des plus petites. Tu fais ça ou tu ne partages pas cette approche? Ben, je pense que si on se conditionne à ça, pourquoi pas? Après, tout seul, je me suis jamais programmé comme ça, quoi. Euh, Parce que bon, arriver au lieu de départ, c'est de taper le train et puis de se dire, allez, je pars dans 3 heures. Enfin, je c'est pas pour moi les meilleures conditions, voilà. Même si on dort jamais bien la première nuit d'avant, ça c'est à peu près une constante que j'ai pu remarquer en discutant avec d'autres. Pour ça, quand je vois les feuilles de route avec des gens qui partent à 2 heures, 3 heures du matin, je me dis waouh, la nuit d'avant, elle a pas dû être terrible. Mais bon, après, de toute façon, voilà, si quand tu sais que tu dors pas, bah autant partir. Alors là Mais aussi, enfin, partir tout seul de nuit. Euh, bon, c'est peut-être un challenge que je me garde sur un coin de la tête, pourquoi pas. là aussi, tu en as qui préfèrent faire non pas une première étape de 300 km, mais une première étape plutôt raccourcie de 150 km pour se mettre en train, mettre le corps en route, démarrer petit à petit. Tu fais quel choix, toi, une première petite étape ou tout de suite 280-300? Disons que moi j'ai toujours été matinal parce que j'ai fait beaucoup de vélo taf, hein, donc lever à 4 heures, partir à 5 heures, voilà, ça m'a jamais dérangé. Après, bah, ça peut être différents choix. C'est bah, partir en début de ou en milieu de journée, ben, ça peut être conditionné par des horaires de train, parce qu'il y a des gens qui veulent repartir dans la foulée. Après, se donner des délais, alors j'ai jamais fait le calcul, mais partir, partir à midi pour après devoir arriver à 6 heures du matin. Après, il y a d'autres considérations, hein. Hmm. Voilà, moi j'ai déjà vu des gens, voilà, ils avaient 1 heure à Perpignan, hop, ils reprenaient le train dans la foulée pour remonter au boulot. Bon, voilà, ça s'entend, hein, ça s'entend, hein. Hmm, Mais d'accord. moi, je serais plutôt partisan de faire le plus long à la première, et puis tous les jours, se dire, matin, je fais 15 ou 20 de moins.
Voilà, comme ça, on se dit, bah tiens, aujourd'hui, j'en fais un peu moins, donc ça sera peut-être un peu moins dur que la veille, etc. Il y a des adeptes de tout, et c'est ça qui fait tout le sel et le grand distinguo enfin, si je fais le parallèle par rapport à quand on fait le Brest, la première question qu'on pose, c'est quel temps t'as mis? Alors que Mhm. là, bah, les diagonales, jamais quelqu'un te dit, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ouais, bah, je suis passé par là, j'ai fait la première étape à là, c'est difficile à Arcichuro, on trouve plus d'hôtel, c'est le bordel, il faut le faire. Bon, voilà, on est plus sur ce genre d'échange que la perf pure, quoi. En quelle année tu es devenu délégué fédéral? Vous êtes combien de délégués pour gérer les diagonales? Alors, j'ai porté ma candidature, ça devait être en 2018 de mémoire, et on attendait que, bon, pour le dire un peu délicatement, que Bernard et Annette passent la main. Voilà, on voulait pas. Ok, vous êtes deux délégués fédéraux? Oui, oui, oui. De par mon activité professionnelle, je travaille beaucoup sur une voie A, une voie B. Ok, un Et binôme donc en là, cas de... on s'est séparé les lieux de départ nord-sud. Quels sont tes projets pour cette année? Alors les projets, bah, c'est ce week-end une flèche Vélocio. Ensuite, deuxième quinzaine d'avril, ça sera à Perpignan-Malaga, première Euro diagonale. Ensuite, en juin, In Vino Veritas, alors ça parlera peut-être pas à tous les diagonalistes, mais c'est le sieur Stéphane Gibon, qui entre autres est président de la commission longue distance et brevets sportifs, qui nous organise des randonnées thématiques assez exceptionnelles depuis 5 ans maintenant. Et donc là, on va faire grosso modo Perpignan, Célestat, en ne ratant absolument aucune vision d'oiseau des vignobles français. Voilà. Effectivement, vous arrivez en Alsace à Châtenois, il me semble. Et bah, Châtenois, voilà. Donc, bah, je devrais le faire normalement avec Francis Touzeau, qui lui, normalement, devrait redescendre en vélo. C'est le Et ensuite, privilège d'être à la retraite, peut-être. optionnellement, je fais le mille du Sud en septembre, Mhm. et il faut que j'arrive à me caler une diag Au milieu de tout ça, au milieu de tout ça. et laquelle? Eh ben, le choix, même si ça me nuise, il me reste quand même plus que je n'en ai fait de ce second cycle. Donc voilà, je... c'est intéressant de constater que plus ça va et plus j'hésite. Et t'hésites entre deux, entre trois, ou t'as une petite Ben, idée? enfin, non, enfin, j'hésite entre toutes celles qui restent, quoi. Mais bon, on fait une courte, on fait une longue. Je pense que j'aurai les idées un peu plus claires après une Vino Veritas début juin. L'objectif étant quand même de finir ce second cycle, mais ouais, ben, de toute façon, je les ferai toujours en nord-sud. Là, moi, j'ai pu discuter avec certains gens qui veulent faire avec le diplôme des 18, donc faire dans les deux sens. Mais à chaque fois que je suis reparti de Perpignan avec un vent à 10 km/h sur la route, tu te dis là, la feuille de route, vaut mieux la retourner. Non, non, là, ceux qui se lancent en nord-sud, c'est, c'est encore un autre step, quoi. J'ai pas compris. Vaut mieux les faire tout le temps en nord-sud pour le sens du vent qu'en sud-nord, c'est ça? Non, 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 c'est pour le moral. Tu descends dans le sud, alors que bon, enfin, les gens du nord, ils vont me fusiller là. Je vais me faire incendier. Mais c'est vrai que se dire on remonte dans le nord, T'as pas envie d'y aller. ben, disons que enfin là où je travaillais avant, c'était beaucoup plus facile pour moi de rallier les trois du nord. Et puis bon, ben, je louais pour que mon épouse me rejoigne un gîte après, donc c'était un peu le repos du guerrier à la suite. Peut-être qu'il y a plusieurs, mais tout seul, remonter la vallée du Rhône avec le Mistral ou les Corbières vent de face, euh, ouais, faut savoir qu'on va pas prendre de l'avance, quoi. Ouais, je crois que C'est c'est vrai. ce qu'a fait Pascal Bride il y a peu, hein, en faisant Perpignan-Strasbourg, vent de Ah oui, face, et oui, tu oui, non. vas vers le froid. Ah oui, ah oui. Non, mais bon, Pascal, je le connais, hein. On a fait quelques trucs ensemble, mais non, il est costaud, quoi. Il est costaud, et puis, t'as bon, le Jura par -7,
waouh, quoi. L'année dernière, il a fait la même chose. Enfin, il en a fait une en partant en février, il montait dans la neige. Enfin bon. Bah écoute, on va dire que chacun a sa limite du masochisme. Non, il faut vraiment, enfin, faut vraiment avoir un sacré moral pour se lancer dans des trucs comme ça, quoi. Pas aussitôt, je veux dire. Pas dans des trucs, mais voilà. Voilà. Autant une Hendaye Menton, ça peut se tenter en décembre. Une Strasbourg-Brest en février. Chacun se met ses propres limites, enfin, mais quand même. Oui, 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 oui. Est-ce que tu veux ajouter encore autre chose en clôture de ce podcast? Oui, donc je disais simplement que bon, le petit diagonaliste des conseils de parcours et des bonnes adresses de restauration et hébergement seront toujours les bienvenus. Euh, Quand on est arrivé sur Hendaye, ben Serge Tandil nous a fait prendre un petit détour que j'ai bien apprécié. Donc ça, c'est des choses qui peuvent toujours être utiles. Enfin, Gilbert Jacon ne mettra jamais à jour, puisque bon, le logiciel qui lui permettait de faire des études de parcours n'est plus commercialisé, donc il peut plus faire des mises à jour. Mais bon, on peut le faire par bien d'autres biais. Et donc, ce que j'aurais voulu en guise de conclusion, je suis Lachlan Morton, qui est un ancien courant professionnel d'Education First, qui a la particularité de s'être lancé dans du long. Donc, il fait plus de course professionnelle, mais il fait du long. Et en 2021, il a fait l'Alt Tour, donc qui consistait à faire le parcours du Tour de France, parcours de liaison inclus, en autonomie, et il l'a fait en 18 jours. Donc, ceux qui sont curieux pourront aller regarder sur YouTube. Et en fait, tout ça pour dire que la dernière vidéo que j'ai vue de lui, la citation donc que j'ai traduite en français est la suivante. Chaque fois que vous dépassez quelque chose que vous pensiez ne pas pouvoir, c'est le cadeau. En anglais, ça sonne mieux, mais voilà, je pouvais pas ne pas la traduire, quoi. Ça veut dire que oui, d'arriver malgré les difficultés à son objectif, c'est le cadeau que l'on se fait. À soi-même quand on est arrivé. Exactement. Tu as évoqué avant, Pascal, les études de parcours de Gilbert Jacon. Oui. Est-ce que tu peux en dire un mot? Alors donc, Gilbert Jacon, c'est pelé des études de parcours, mais qui sont des années 90. Et ben, elles peuvent être source d'inspiration. Et on a mis au point avec Stéphane Gibon et les traces sont disponibles sur le site Vélo en France. Les parcours ne sont pas disponibles, c'est les traces sur une carte, hein. Il y a pas de lien GPS, voilà, il n'y a pas de lien. Voilà. Mais bon, ça donne une autre vision des choses. Donc, si effectivement ceux qui écoutent se sentaient le souhait de partager bah, leurs traces, ben, ils peuvent nous les transmettre. Et puis nous, la base de données ne sera que plus complète. Le grand intérêt que je voyais aux études de parcours, c'était les tendances, puisque avec le logiciel que Gilbert Jacon utilisait, plus les parcours étaient empruntés d'une ville à une autre, et plus le trait était épais. Donc ça donnait quand même des tendances. Et puis de temps en temps, il y avait quand même des parcours qui étaient relativement atypiques. Une diagonale à 100 km de plus que que la trace, enfin que la distance officiellement reconnue. C'était pas mal, hein. Il y en a quand même qui font, voilà. On voit qu'il y en a qui aiment vraiment pas traverser le Massif central, quoi. Mais bon, enfin, c'est toujours, bon, moi, enfin, bon, sa présentation est pleine de subtilité, plein d'humour. Gilbert les a fait dans les deux sens, donc voilà, c'est pas quand même quelqu'un qui n'y connaissait rien, quoi. Et on Voilà. retrouve sur ce site de nombreux conseils également. Oui, donc c'est ce que je disais, les conseils sont un peu datés. Bon, voilà, la traversée de Bordeaux qui date de 2000, bon, ça peut toujours être utile, mais je trouve que maintenant, d'avoir une trace disponible pour éviter voilà, certains secteurs, parce que bon, quand même, en 20 ans, les centres-villes, certes, n'ont pas trop bougé. Par contre, les périphéries, voilà, ça a pas mal bougé. Donc, voilà, des conseils d'alternatives, je pense que c'est un des moyens de susciter l'intérêt de parcourir un peu différemment.
voilà, des traces qui prenaient la RN10. Je pense que maintenant, enfin, je veux dire, la N10 et la N20, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qui doivent l'emprunter, quoi. Mais ça permet de préparer son itinéraire quand même en regardant par où sont passés les gens, quels itinéraires ils ont pris, etc. Oui, et puis enfin, l'intérêt de la carte, pour ceux qui savent les lire, ben, quand on suit les rivières, on pourrait se dire que c'est un peu plus facile. Après, les open runners, avec les alternatives qu'on peut faire, voilà, on se dit, bah, tiens, je fais 5 km de plus, mais j'économise 300 mètres de dénivelé. Bon, voilà, après, voilà, celui qui veut, voilà, il y a quand même, les outils modernes sont quand même grandement facilitateurs, quoi. Voilà, je reviens pas sur le débat de l'assistance, puisque on ne sait pas où on pourrait mettre la limite, à partir de quand on n'est plus vraiment en autonomie, même à l'étude de parcours. Merci beaucoup, Pascal, pour cet échange et pour avoir partagé ton expérience. Ton retour sera assurément précieux pour d'autres diagonalistes confirmés ou en devenir et qui souhaitent se lancer dans cette aventure qui est une diagonale ou une autre longue distance à vélo. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Au revoir Pascal. Au revoir.